Bonjour. Alors, on va refaire le cours de la semaine 9 sur les buffer overflow. Je vais reprendre depuis le début, puis ensuite, je ferai l'exercice avec l'exécutable Windows dans une deuxième vidéo, peut-être. Je ne sais pas si ça va être possible de le faire dans ce même vidéo-là, mais bon, on verra. Donc, ce qu'on doit faire en premier, c'est compiler le programme ici, dans le langage C, le compiler sur Kali, et on va voir assez rapidement qu'il y a une vulnérabilité de débordement de mémoire. Donc, le programme, il est déjà ici. On a besoin tout d'abord d'installer... Ah non, on ne l'installera pas tout de suite. Je pense que GCC est déjà dessus. Donc, on va lancer la compilation du programme. Donc, le programme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? En fait, on a deux variables de taille 10 qui sont déclarées. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une fonction string copy pour prendre une chaîne de caractères et la copier dans la variable mot de passe. Ensuite, on affiche à l'écran entrer le mot de passe. Et ensuite, on utilise la fonction getS pour lire la valeur entrée à l'écran et la stocker dans valeur lue. En getS, ça fait ça, ça prend ce qui est envoyé dans l'entrée standard et ça stocke dans la variable qui est passée en paramètre. getS est une fonction vulnérable au buffer overflow. Ça, on le sait. Donc, on l'utilise exprès pour voir qu'est-ce que ça fait, cette vulnérabilité-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On compare les deux variables, mot de passe et valeur lue. Et si les deux sont pareils, on affiche bravo. Et si les deux sont différentes, on affiche mauvaise réponse. Puis ensuite, on affiche le mot de passe juste pour voir c'était quoi sa valeur en mémoire. Comme ça, on va pouvoir voir qu'il y a eu débordement lorsqu'il y en a. OK, donc, compilons le programme. La commande est la suivante. GCC, c'est le compilateur qu'on va utiliser. L'option G, ça nous permet d'ajouter des informations au programme exécutable qu'on va compiler, de telle sorte que ça va être possible après de le débugger. Et ça va être utile parce que le but, c'est de voir ce qui se passe pendant un buffer overflow. Donc, bo1.c, ça c'est le nom de mon fichier ici. OK? Donc, on lui donne en entrée bo1.c. O, ça veut dire le fichier de sortie, le fichier compilé. L'exécutable lui-même, on va l'appeler bo1 tout court. Puis ensuite, on va mettre une option fno stack protector et ensuite z exec stack. Parce que les compilateurs aujourd'hui sont quand même assez protégés contre les débordements de buffer. Et donc, nous, comme on veut en provoquer un exprès, on enlève les protections avec ces deux arguments-là. OK. Donc là, vous voyez, tout de suite, on nous dit getS, c'est une fonction dangereuse, ne l'utilisez pas. Bon, on le sait, et c'est même pour ça qu'on l'utilise, donc continuons. Pour exécuter le programme, on fait ./ et le nom de l'exécutable bo1. Donc, entrer le mot de passe, xxxx. Mauvaise réponse, le mot de passe, c'était ABC123. Ah bon, d'accord. Recommençons. 8. Toujours mauvaise réponse. Une autre fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai toujours mauvaise réponse, mais comme vous avez remarqué, le mot de passe, maintenant, c'est plus ABC123. C'est XX. Ce que ça veut dire, c'est que ma variable, ici, elle se fait écraser par la valeur de celle-ci. Au moment où je fais getS et que je mets dans valeur lue une série de x, il y a certains des x qui sont lus qui vont déborder de l'espace alloué à la variable et se retrouver dans l'autre variable. Okay? Donc, si je mets plus que 10, la taille maximale, si je mets plus que 10 caractères dans valeur lue, tout ce qui dépasse de la taille allouée, c'est ici la taille allouée, tout ce qui dépasse
de la taille allouée va déborder dans mot de passe. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, dans tout ça, je vais me retrouver avec 10x ici et je vais comparer avec 10x ici. Et donc, là, on va me dire, c'est bon, les deux chaînes de caractères sont les mêmes. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au-delà de ça, je déborde. Alors, je vais déborder de 10x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, les 10x qui débordent ici vont être stockés dans la variable qui contient le mot de passe. Puis quand celle-ci va être comparée à la variable qui contient la variable valeur lue, ben, ça va être la même chose. Et donc, il va me dire bravo. Okay. Donc, un débordement de mémoire, c'est ça. On en a un sous les yeux. Maintenant, on va regarder avec un programme qui s'appelle GDB. Qu'est-ce qui se passe en réalité? GDB, c'est un debugger. Hein, c'est GNU Debug. GDB, c'est ça que ça veut dire. Il n'est pas installé par défaut sur Kali, alors on va le faire. Sudo apt install GDB. DB. Voilà. GDB va nous... Oups. Sudo apt update, hein, certainement. Ce ne serait pas une mauvaise idée. GDB va nous permettre de voir dans le détail ce qui se passe dans la mémoire pendant qu'une variable écrase le contenu de l'autre. Parce qu'a priori, quand on regarde ça ici, là, il n'y a pas de raison pour que valeur lue écrase le contenu de mot de passe. Pourquoi elle écrase le contenu de mot de passe? Pourquoi elle se trouve juste à côté dans la mémoire de notre hôte? On va voir pourquoi dans quelques instants. Alors, sudo, on va revenir dans l'autre commande, install GDB, yes. Voilà, oui, on va dire oui. On va démarrer les services automatiquement. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser GDB pour... en fait, quand on va exécuter notre programme qui déborde, on va utiliser GDB pour voir précisément comment se comporte la RAM de notre hôte quand le programme s'exécute, puis voir qu'est-ce qui se passe au moment où ça déborde. Donc, pour faire ça, on lance GDB avec le nom de l'exécutable BO1. OK. On va mettre un point d'arrêt à la ligne 16 ici. Je pense que ça va probablement arriver à la ligne 18 de toute façon, mais c'est pas grave. Le but, c'est de voir ce qui se passe. Donc, on va dire break pour mettre un point d'arrêt. Ça, ce que ça va avoir pour effet, c'est que le programme va s'arrêter quand il va arriver à cette ligne-là. Parce que sinon, le programme s'exécuterait et se terminerait. Puis ensuite, on n'aurait plus accès à la mémoire. On ne pourrait plus voir ce qu'elle contient. Donc, il faut arrêter le programme pendant son exécution pour être capable de voir ce que la mémoire contient pendant qu'il s'exécute. Alors, on va dire break 16. Bon, c'est ça, il l'a mis à la ligne 18, mais c'est pas grave. C'est quand même avant la fin de l'exécution de notre programme. Hein, le programme va s'arrêter ici. Puis pendant ce temps-là, on va être capable de voir ce qu'il y a en mémoire. Ensuite, on va l'exécuter avec la commande run. Donc, ça nous demande la même chose que tout à l'heure, entrer le mot de passe, xxx. Et là, il y a un point d'arrêt. Ça nous dit mauvaise réponse. Hein? Il y a un point d'arrêt. Pourquoi ça nous dit mauvaise réponse? Parce que il a fait sa comparaison. Il a vu que les deux chaînes de caractères n'étaient pas semblables. Il dit mauvaise réponse. Puis ensuite, il arrête ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est aller regarder les informations en mémoire en faisant tout d'abord info frame. Info frame, ça va nous donner des informations sur où se trouvent différents pointeurs en mémoire et à quel
à quel moment de l'exécution, si on veut, on est, et quel est le pointeur vers les variables locales, et ainsi de suite. Là, ce qui nous intéresse, c'est justement ça, le pointeur vers les variables locales. Ça ici, c'est une adresse mémoire. Donc, ça nous dit que à cette adresse-là, c'est l'endroit où dans la pile, les variables locales de notre programme se trouvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est reculer un peu dans les adresses mémoire par rapport à cette adresse-là pour aller voir un peu plus loin que les variables locales. Donc, x backslash, pardon, c'est pas un backslash, c'est un slash, 50bx, ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit affiche l'espace mémoire et montre-nous 50 unités de bytes, d'octets, et on veut ça formater en hexadécimal. Le X veut dire ça. Puis ensuite, on va spécifier l'adresse mémoire qu'on a ici. Mais attention, on va reculer un peu, comme je vous disais. Donc, au lieu de mettre C0, on va mettre FA0. Et donc, on recule un peu. Alors, sachant que X en hexadécimal, c'est représenté par le nombre 78. Ici, on a entré 3x. On a 3 valeurs 78. Donc, dans la mémoire, notre variable, son contenu est ici. On se souvient que sa taille maximale, c'était de 10. La taille qu'on lui avait définie était de 10. Où est-ce qu'elle est la variable ABC 1, 2, 3 là-dedans? Parce qu'elle devrait se trouver pas loin. Si le fait d'entrer beaucoup de X déborde sur ABC 1, 2, 3, ben ABC 1, 2, 3 devrait être proche. Ben, ABC 1, 2, 3 est effectivement très proche. Hein? Il est ici. Puis on va aller regarder, juste pour le prouver. Dans une table ASCII, où on peut voir les valeurs hexadécimales des caractères tels qu'ils sont représentés dans la mémoire. Donc, ASCII table. Alors, si on descend un peu et qu'on regarde un peu les caractères, déjà on voit 1, 2, 3, c'est 31, 32, 33. OK. Et ABC en minuscule, c'est 61, 62, 63. Donc, 61, 62, 63, c'est ABC. 2D, c'est le tiret. 31, 32, 33, c'est 1, 2, 3. Donc, ABC 1, 2, 3 est ici. Maintenant, si on déborde, on a 10 caractères pour 78. Hein. Donc là, ici, si on en écrit 10, on écrit ici 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on va au-delà de 10 caractères, bien on le voit tout de suite qu'on va aller empiéter sur de la mémoire qui est réservée à ABC 1, 2, 3. Donc on peut le tester. Si je réexécute mon programme en faisant run, on me demande si je veux redémarrer du début, je vais dire oui. Entrez le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce qui arrive si je regarde où se trouvent mes X? Ben, j'ai ici 12, 13, 14, 15 caractères X. Puis là, ben, on voit que tout ce qui reste du ABC 1, 2, 3, c'est le 3 ici. Donc, j'ai écrasé la valeur de ma variable. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable d'écrire à des endroits dans la mémoire où on n'est pas censé écrire. Sachant comment la pile fonctionne, hein, la pile, elle contient, parmi plein d'autres informations, l'adresse de retour quand il y a une fonction qui est appelée.
lorsqu'une fonction est appelée, quand on arrive à la fin de cette fonction-là, il faut qu'on sache où exactement dans le code on doit retourner pour exécuter les instructions qui restent. Donc, il y a un endroit dans la pile où on a un pointeur qui pointe vers une adresse mémoire et cette adresse mémoire-là contient du code qui va être exécuté par le programme. Nous, si on remplace cette adresse mémoire-là dans la pile par une adresse où se trouve un programme que nous, on contrôle, ben, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut le faire exécuter, ce programme-là qu'on contrôle, en exploitant la vulnérabilité de Buffer Overflow. Alors, c'est ça qu'on va faire. Et on va utiliser GDB pour voir justement où se trouve ce pointeur-là. On a besoin de faire 4 choses précisément. Premièrement, trouver l'adresse et la taille du buffer. Et où est-ce que le buffer commence et c'est quoi sa taille. Ensuite, trouver à quelle adresse est enregistrée l'adresse de retour. Par rapport au buffer, l'adresse de retour, normalement, elle est à la fin. Donc, à quelle adresse ça correspond ça précisément, cette adresse de retour-là? Ensuite, on remplace cette adresse-là par l'adresse où se trouve notre buffer. Puis ensuite, dans le buffer, plutôt que de mettre une série de X, ben on va mettre du code qu'on veut faire exécuter. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va sortir de la fonction, notre programme va lire l'adresse où il doit retourner. Cette adresse-là, par contre, on va l'avoir remplacée par l'adresse de notre buffer. Et dans notre buffer, on va avoir mis du code qu'on veut exécuter. Donc le programme va retourner vers le code qu'on veut exécuter. C'est ça le plan. Pour ça, on va avoir besoin d'un autre programme parce que les retours de fonction, jouer avec une adresse de retour de fonction, nécessite qu'on ait un programme avec des fonctions dedans. Et là, notre petit programme de tout à l'heure, BO1, il n'y a pas de fonction dedans. Donc, on va prendre un autre programme qui est celui-ci, BO2.c. Lui, encore une fois, il ne fait rien de très très spécial. Il fait juste utiliser une fonction qui est vulnérable au buffer overflow. Et c'est connu, là, string copy, on sait, tout le monde sait que c'est une fonction vulnérable au buffer overflow. On l'utilise ici, on fait exprès. Hein. Puis on l'utilise dans une fonction pour qu'une fois qu'elle soit exécutée, on va avoir exploité la vulnérabilité, on va avoir débordé de la zone mémoire. Puis quand cette fonction-là va s'être exécutée, elle va ensuite aller lire l'adresse où elle doit retourner dans la mémoire. Puis cette adresse-là, on va essayer de la remplacer par quelque chose qu'on contrôle. Donc encore une fois, ici, il va falloir compiler ce programme-là et l'exécuter. Donc on retourne ici, on fait exit parce qu'on veut sortir de GDB. Ah, quit plutôt. Yes. Donc, on remonte dans nos commandes. Voilà, mais là, dans la commande qui compilait, on va mettre BO2 au lieu de BO1. Voilà. OK. Là, le programme ici, il ne va pas nous demander d'entrer une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, on la passe au programme directement. Donc, si je fais ./BO2 et que je fais XXX ici, ça va juste dire terminé. Mais oui, c'est ça. Je peux, là, évidemment, si je veux le faire cracher, il va falloir que j'en rentre beaucoup. Là. Il n'y a rien qui affiche particulièrement à l'écran. Il fait juste dire terminé. C'est un programme qui est vulnérable, mais à part être vulnérable, il ne sert à strictement rien. Donc, justement, comme ici, la taille du buffer est un peu plus grande, plutôt que de taper des X à la main, puis que ce soit un peu fastidieux, on va utiliser un petit programme Python pour faire ça. Un programme à la ligne de commande. Un one-liner Python. Donc, pour ça, on utilise la syntaxe suivante. Python, C,
simple guillemets. Entre les guillemets, on met print. Et là, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher x multiplié par exemple, 100. Puis ensuite, bon, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ben, en fait, ce petit script-là va juste générer une chaîne de x de taille de 100 caractères. Il va passer ça au programme BO2. Voilà. Donc là, ça nous dit terminé. À 100, visiblement, il ne plante pas. À 120, il y a une erreur. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'erreur segmentation fault. Mais bon, voilà, la voici. Donc, à 140, on voit que là, il y a une vraie, entre guillemets, erreur. Mais elle commence à arriver à 120. Donc, on voit que notre programme, ben, il est vulnérable au buffer overflow. On va relancer GDB ici. Cette fois-ci avec BO2. OK. Et on va faire run. Ben, en fait, run avec ceci comme argument. Voilà. Par contre, je ne vais pas mettre 140 tout de suite. Je vais juste mettre 80. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire le breakpoint. Ouais. Attendez un peu. Break 8. Voilà. Run encore. Parfait. Donc, maintenant, je vais aller voir ce qu'il y a dans la RAM. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'aller voir avec InfoFrame comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. InfoFrame, tantôt, je disais, OK, où sont les variables locales? Je vais reculer un peu. C'est pas ça que je vais faire. Là, étant donné que j'ai une variable qui s'appelle buffer, dans GDB, on peut appeler les variables par leur nom. Donc, je vais faire x slash 144bx hein, pour afficher la mémoire en hexadécimal octet par octet. Mais là, je vais appeler la variable buffer parce que c'est ça le nom de ma variable dans mon programme. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai 80x ici et des zones vides. Du vide ici, puis là, il y a quelque chose qui se passe. Là. Il semble y avoir une adresse ou quelque chose d'apparenté. Donc là, on voit déjà que buffer est à l'adresse ici, DE70. Si on fait InfoFrame, comme j'ai fait tout à l'heure, ça ici, SaveDRIP, c'est ça l'adresse du pointeur de retour. Lorsque notre fonction a fini de s'exécuter, le programme se demande « Ok, je retourne où maintenant? » Et il va lire ce qu'il y a ici pour savoir où il doit retourner, continuer l'exécution du programme. Cette adresse-là, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Là, vous voyez que c'est à l'envers par rapport à ce que c'est ici. Hein. Les octets sont représentés souvent à l'envers, oui, dans la pile. Donc là, en réalité, ben, ça se lit de droite à gauche. Hein. 89, 51, 55, 55, 55, 55. Ben c'est 89, 51, 55, 55, 55, 55. Et il y a en réalité des zéros devant cette adresse-là qui se trouve ici. Ici, pardon. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut changer l'adresse de retour pour écrire une adresse où se trouve notre code, ben, il va falloir remplacer ça ici. Donc, il va falloir déborder, remplir le buffer au complet, puis déborder juste ici. Et au moment du débordement, pas mettre des XXXXX, mais mettre une adresse de retour qui correspond à où on veut aller. Et la question, c'est, mais où est-ce qu'on veut aller? On veut aller dans une zone mémoire qu'on contrôle, où on est capable d'écrire des valeurs, où on est capable d'écrire quelque chose. Puis la zone de mémoire qu'on contrôle, ben, c'est celle du buffer. Hein. C'est celle qui commence ici. Fait qu'en fait, en gros, le principe, c'est là-dedans, on va mettre le code malveillant qu'on veut exécuter. Ensuite, on va padder ça, si on veut, remplir avec DX ou peu importe, n'importe quoi. Okay? Puis quand on va arriver ici, c'est plus des X qu'on va écrire, c'est l'adresse qu'il y a ici.
Donc là, quand notre programme va lire ce qu'il y a là, puis dire où est-ce que je retourne maintenant dans l'exécution de mon programme, on va le renvoyer ici, et là, ben, il va exécuter le code qu'on a écrit là-dedans. Donc là, dans ce programme-là, on voit que l'adresse de retour est ici. Notre buffer, il commence ici. Donc, on va faire une petite soustraction. DE8 moins DE70. On va aller voir c'est quoi. Excalc pour faire de l'arithmétique hexadécimale. Donc, c'était DE8 moins DE70. DE8 moins DE70. Ça donne quoi? Ça donne 120 octets. Donc, je sais que je dois remplir 120 octets avant de commencer à déborder. Ce que ça veut dire, puis on peut faire le test, je peux relancer le run ici, hein, sauf qu'au lieu de juste faire 80 octets, pour 80 octets de X, je vais en faire 120. Puis ensuite, je vais faire plus et je vais essayer de rentrer, tiens, pour qu'on la voit, une chaîne de caractères de A, 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 A. Voilà. Là, si ça marche bien, si j'ai bien visé, ce qu'on va avoir, c'est jusqu'ici, ici, on va avoir des X. Et ici, on va avoir les valeurs hexadécimales pour A majuscule. Éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça par une adresse mémoire. Et là, ça, c'est juste pour vérifier si on a bien fait notre calcul. Voilà. Alors, ici, j'ai mes X. Ici, j'ai 41, 41, 41. À quoi ça correspond dans la table ASCII 41? Ça correspond à A majuscule. 41, c'est A majuscule. Donc, ce qu'on voit, c'est que je suis à la bonne place. Voyez par contre que les adresses ont changé. Hein. Tout à l'heure, c'était DE8 puis DE70. Maintenant, c'est DEB8, DE40. C'est pas, ça bouge un peu, ces choses-là. Les tailles du buffer, évidemment, ne bougent pas. Les éléments sont toujours dans une position qui est la même, relativement. Mais les adresses elles-mêmes peuvent changer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ça ici, qui n'est pas utile, par une adresse mémoire. Puis là, il ne faut pas oublier que l'adresse mémoire, quand elle est représentée dans la pile, elle est représentée à l'envers. Donc ici, ce qu'on va devoir entrer, c'est des valeurs en hexadécimales qui correspondent à l'adresse mémoire. Donc, l'adresse mémoire actuelle, ça peut changer tout à l'heure. Si ça change, on fera les ajustements qu'il faut. Mais là, ce qu'on doit entrer, c'est 40, ensuite DE, ensuite FF, 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 7F, 00, 00. Parce qu'il y a des zéros ici qu'on ne voit pas, mais qui font quand même partie de l'adresse. Donc, pour représenter ça, c'est /x pour dire à Python, ce qu'on met là, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est une valeur hexadécimale. 40. /x DE. /x FF. /x 7F. Bien ça, hein, il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. 7F. Voilà. Puis ensuite, /x00, /x00 pour les zéros qu'on ne voit pas ici. Faisons le test. Maintenant, on peut exécuter ça.
Puis on peut s'attendre à ce qui va correspondre ici à l'adresse de retour, ben, ça soit remplacé par l'adresse ici qu'on vient d'entrer. On affiche. Donc, c'était ici. Là, vous voyez, ça a été décalé encore. Hein? L'adresse de retour, c'est plus DE40, c'est DE30. Bon, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le changer par DE30. C'est un petit ajustement, comme je vous disais qu'il fallait faire. Donc, DE30. Voilà. On affiche. L'adresse est toujours DE30 ici. Donc, ce qu'on a ici comme adresse, c'est la bonne. Ce que ça signifie, c'est que notre programme, on va passer une grande chaîne de caractères remplie de X ici. Et lorsqu'on va arriver au pointeur ici, notre programme va dire « Ah, qu'est-ce que je dois exécuter maintenant? » Ce qui se trouve à l'adresse DE30. Alors, il va revenir ici, puis il va essayer d'exécuter ça. Évidemment, comme ça, ce n'est pas du code exécutable, il va planter à ce moment-là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de remplacer justement ceci par du code utile, du code exécutable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ce qu'on appelle un shellcode. Un shellcode, c'est du code au format machine. C'est les instructions en hexadécimal qui sont exécutées par le CPU lorsqu'un programme s'exécute. En gros, c'est de l'assembleur traduit en hexadécimal. On ne va pas le coder par nous-mêmes. Si on était vraiment hot, c'est ça qu'on ferait, mais on ne fera pas ça. Parce qu'il faudra en faire encore quelques années, je pense, avant d'être vraiment hot. On va aller chercher un shellcode qui est tout fait. Donc, pour ça, on va aller dans le lien que je vous ai mis dans les notes de cours, qui est ici. Voilà. Donc là, ici, on a un shellcode. Voilà. L'assembleur qui correspond au shellcode, c'est celui-ci. Pour l'instant, ça fait juste nous dire ce que ça fait si on est en mesure de bien comprendre les instructions qu'il y a là-dedans. Mais le code lui-même, ben, c'est ceci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le copie. Voilà. OK. On copie tout ça. On va aller remplacer. En fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est que là, pour l'instant, on a 120 caractères X. OK? Notre shellcode... Ah, tiens, bravo. Attendez un peu. Je vais retourner à la page. J'avais fermé Firefox, mais j'en avais encore besoin. Voilà. Notre shellcode, ça dit qu'il fait 27 octets. Information très utile. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de mettre ces 27 octets-là ici. 24, 25, 26, 27. Mon shellcode va occuper cette place-là. Pour l'instant, mes X, ils occupent 120 octets. Donc, tout ça. J'ai besoin de savoir la taille du shellcode pour être capable de le soustraire de mon 120, puis écrire ensuite mon shellcode dans cette zone-là, et ensuite le reste du 120 dans cette zone-là. Le reste du 120, ça correspond à 97 en fait. Non. 120 moins 27, ça fait pas 97, ça fait 93. Donc, « 93. » Voilà. Puis ensuite, notre shellcode va précéder ça. Parce qu'on met notre shellcode au début, ensuite 93x, puis ensuite la valeur de l'adresse de retour où se trouve le début du shellcode. Donc,
C'est pas tout à fait ça que je voulais. Attendez un peu. On va recommencer ça. « 97. Je retourne ici. Je copie. Et là, je fais paste clipboard. Voilà. Là, j'ai le shellcode ici, plus 97x, plus l'adresse de retour. Parfait. On redémarre. Est-ce que, là, bon, mon programme est encore arrêté à son point d'arrêt. Donc, je vais retourner voir si c'est les bonnes adresses. Ah ben oui, hein, j'ai encore mis 97. Bravo. Ne vous trompez pas, c'est 93. C'est pas 97. Voilà. On affiche. OK, donc on a notre fin de buffer ici. On avait dit que l'adresse était à DE40, mais là, encore une fois, ça a bougé. C'est rendu à DE30. Alors, je vais encore une fois relancer mon programme, mais cette fois-ci, ce ne sera pas DE40, ça va être DE30. Parce que mon buffer, je vois que ici, il est à DE30. Alors, on va le relancer avec la bonne adresse. DE30, toujours. DE30 ici comme adresse de retour. OK. Donc, ce que ça signifie, c'est que là, si on enlève le point d'arrêt, le programme va s'exécuter. On va écraser le contenu de notre zone mémoire ici. Ensuite, on va écrire l'adresse où on veut retourner lorsque la fonction a fini de s'exécuter. Donc, DE30, le programme va dire « Je dois continuer mon exécution ici ». Et quand il arrive ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il lit un programme qui lui dit d'ouvrir un shell. Parce que c'est ça que le programme fait. Est-ce qu'on le voit ici? Oui, ça exécute bin sh. Et donc, le shell de Linux. Donc, on va enlever le point d'arrêt. Pour ça, on fait la commande clear. On relance notre programme. Et ensuite, on devrait avoir un shell. Donc, la preuve que notre programme s'exécute. On revient à notre longue commande d'injection de shellcode. Yes. Et là, ben, on a un petit indicateur qu'on a un shell. On peut lancer des commandes de shell ici. ls, who am I, Kali, pwd, home Kali. Donc, notre injection, elle a fonctionné.